Salut tout le monde. Kaisho. Kaisho, pas. Un Danois qui a des bases en basque, c'est bien. C'est ça, ouais. Bon, la forme, Thomas? Ouais, tout à fait. Et toi? Ouais, là, ouais, en forme. Là. Bon, il fait un temps de merde ici, mais bon, on fait avec, hein. Ouais, ici c'est un peu pareil, ouais. Toulouse, pareil. Bon, tu vois, Salut, là, c'est pareil, ouais. j'étais un peu dans le rush, tu vois, j'ai 4 minutes de retard. C'était chaud entre deux réunions, mais ça passe. Moi, Ça je croyais passe. que c'était qu'à Toulouse qu'on était en retard. Mais au Pays Basque aussi? Pardon? Ah oui, Je au Pays croyais Basque, que on est c'était toujours en qu'à retard. Toulouse. Vous avez le quart d'heure toulousain, vous aussi. C'est C'est ça. ça, ouais. Ouais. Vous êtes connu pour ça, toi. À Toulouse. Mais Ouais. toi, ça fait longtemps maintenant que tu habites à Toulouse. Donc, t'as pris Ça fait, les hôtels. ouais, ça fait 18 ans. Ouais, ça commence à faire. Ouais, ouais, Ça c'est commence à clair, faire. ouais. Ouais. Bon, normalement, alors comment ça se passe? Tu vois, normalement, on va attendre un peu. Là, il est 4, on commence généralement à 8. C'est-à-dire que tout le monde arrive au fur et à mesure. Cette semaine, c'est un peu particulier parce qu'il y en a plein, ils sont en vacances, j'ai remarqué dans les mails. Et on verra. Mais au pire, nous, on fait un replay aussi. On pourra te l'envoyer si tu veux, Thomas. Ouais. Euh, et, euh, et c'est toujours sympa parce que les replays, ils marchent bien, ce qu'on a remarqué aussi. D'ailleurs, c'est même un problème. Les gens, ils attendent le replay maintenant. Ils nous envoient 10 000 mails pour le replay Faut et ils viennent participer. plus Ouais. pendant le tournage. Mais bon, c'est comme ça. C'est cool. Salut JB, salut. Alors, il y a Mathilde, Baptiste aussi. En haut, Salut. Florian, Romain. Tu seras là, JB, samedi? Ouais, je vais avec Yulan. Ah, super. Je l'ai eu l'année hier soir. Tiens. Nous, on avance vite là. Je vais présenter un peu vite fait. Bon, vous savez, ceux qui sont là, plus ou moins, Conquistador, l'école des métiers startups du Pays Basque, on est en train de s'organiser pour aller très très vite dans les prochains mois. On va lever des fonds très certainement le mois qui vient ou dans 3-4 mois maximum pour avoir des hacker house où on va créer des communautés, quoi, pour développer Cool. en des SaaS, des DApp, tout ça. Donc, on est en train d'essayer de cadrer tout ça au maximum, le plus rapidement possible avec des gros investisseurs et faire et enfin vraiment lancer une dynamique startup sur la code base. Mais ça fait 10 mois qu'on bosse à ça à fond avec tout l'hexagone. Mais là, on essaye de passer à la vitesse supérieure puisqu'on a les KPI pour. Donc on en profite. C'est bon, on s'est mis dans la bonne position. On en parlera samedi pour ceux qui seront là samedi. Ça sera fun. Voilà. Et du coup, l'école des métiers startups du Pays Basque, mais nous, en fait, on n'est pas trop non plus 100% Pays Basque. On veut scaler sur l'Hexagone et en Espagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la formation sur différentes verticales, sur les métiers startups. Et on accompagne des boîtes sur le growth et vraiment toute la partie lancement de boîte pour aller scaler derrière, rencontrer un marché le plus rapidement possible et après éventuellement soit lever des fonds ou soit continuer à bootstrapper. Bootstrapper, ça veut dire continuer sans lever de fonds avec les moyens du bord. Voilà. Et donc c'est assez fun. Nous, on s'éclate bien dans ce qu'on fait et on a la chance en plus là d'avoir quelqu'un avec un peu d'expérience là-dedans, en tout cas dans les boîtes qui scale, donc dans la vraie startup, puisque Thomas, il était chez, alors il a participé du coup à monter l'IoT Valley et en même temps de ça, il était chez Sigfox, qui a été une énorme aventure du coup dans l'IoT qui a explosé. Et moi, je suis super curieux en fait de voir le parcours. Déjà ton parcours, Thomas, et comment t'es arrivé là? Ça doit être une Ouais. histoire aussi. Et comment la boîte elle a explosé, les différentes étapes, et comment toi, en fait, tu l'as vécu en tant qu'humain, parce que ça doit faire bizarre quand tu as une boîte qui lève 300 millions, c'est ça? Et C'est pas tous les jours, ouais. ouais, ouais, c'est ça, et de le gérer et de gérer comment tu vas scaler cette croissance et qu'est-ce que tu fais tout ce pognon finalement, parce que moi je me pose la question là, tu vois, comme on est dans le même processus de levée de fonds
nous, on devrait lever entre 2-3 millions, tu vois, mais c'est pas les mêmes sommes, mais il faut bien faire un seed. Hein. En seed, c'est pas dégueulasse. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Enfin, du coup, calculer et comment bien le calculer, etc. Donc, je te laisse d'abord te présenter parce que c'est intéressant de connaître plus l'homme d'abord. Ouais. Déjà, merci de m'avoir invité. Alors, je préfère être au Pays Basque que dans un webinaire basque, mais bon, on va faire comme on peut dans cette période Covid. Yes. Je ne vais pas faire très long parce que je pense que l'on va parler un peu de l'histoire des Sigfox. On va revenir un peu à mon parcours. Mais j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je suis un marketeur. J'ai un profil, on va dire, CMO, mais je n'ai pas du tout fait des études en marketing du tout. J'ai été développeur. J'ai commencé en 97 à faire du dev. Bon, j'ai fait des sites web, c'était avant que vous êtes nés, je crois, la majorité des participants ici. Mais il y avait le bulle Internet où moi je faisais des sites e-commerce, des différents types de sites, quoi. Et je fais beaucoup de devs, de différents types de devs, back-end. Je commençais à faire des trucs un peu distribués. J'ai travaillé dans le monde un peu d'open source. Et j'ai rencontré une femme toulousaine, donc moi je viens du Danemark. Et en travaillant à Londres sur un projet là-bas de dev, j'ai rencontré ma femme qui vient de Toulouse. Et du coup, c'est comme ça qu'on est venu à Toulouse en 2003. Voilà. Donc, l'amour t'a amené à Sigfox. C'est ça. L'amour m'a C'est amené incroyable. à un autre amour qui était Sigfox. Ouais. Non, c'est ça, ouais. C'est ça. Insane. Ok. Donc, tu arrives à Toulouse et de là, tu t'explores un peu l'écosystème toulousain. Ouais, en fait, c'était l'amour qui m'a amené à Toulouse, donc j'avais aucune idée de ce que j'allais faire en fait à Toulouse. Donc j'arrive et je prends un job un peu comme consultant IT. Et là, il y a un gars que je connaissais du monde open source, du dev open source, qui m'a contacté, qui m'a dit tiens, il y a les fondateurs de Skype, Janus Friis et Niklas Stenström, qui ont lancé une boîte. Et ils m'ont embauché pour développer le back-end en fait, de la solution. Et c'était une startup qui s'appelait The Venice Project, qui est devenue Juiced, qui était un peu le Netflix avant Netflix. Et du coup, il m'a dit, il faut absolument que tu viennes travailler avec nous parce qu'on embauche que dans la communauté open source. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à travailler un peu dans le monde autour de Ludovic Lemoine parce que Sylvain Vallès, qui était la personne que je connaissais du monde du open source, il avait fondé une boîte avec Ludovic Lemoine à cette époque-là. Et c'est eux qui avaient été embauchés pour faire le back-end de ce projet-là. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ça. Et jusqu'à ce que ce projet-là, des fondateurs de Skype, faisait un gros pivot et déménageait tout le monde à New York. Et donc, ils m'ont proposé de déménager à soit New York, soit à Londres. Mais je venais d'arriver à Toulouse, et donc c'était pas ce que j'avais envie de faire, quoi. Et à ce moment-là, il y a Ludovic Lemoine qui me dit, je suis en train de créer un startup qui va s'appeler Coudjet. Est-ce que tu as pas envie de me rejoindre et m'aider à mettre en place, à embaucher une équipe et piloter les équipes techniques, quoi. Ok, donc tu as vraiment dans la tech au départ. Ouais, vraiment tech. Ouais. Ouais. Ok. Et il me semble que derrière, tu es passé du coup du côté marketing au fur et à mesure. Ouais, en fait, donc, j'étais directeur d'engineering chez Coudjet, mais bon, soyons clairs, j'étais le premier, ou en tout cas un des premiers employés dans la boîte, donc je faisais un peu de tout. Yes. Le ménage, le déménagement et le café et tout ça. Mais mon titre, c'était directeur d'engineering. Donc, en gros, je travaillais sur la strate avec les autres dirigeants et c'était mon job d'embaucher l'équipe, de piloter l'équipe qui implémentait la solution. Donc, tout ce qui était dev, opération, Q&A, design, tout. Et le COO de cette boîte, c'était donc Ludovic Lemoine. Le CEO, c'était Marc Rocher, qui est aujourd'hui investisseur chez Elia. Yes. Et c'est là, en fait, c'est ça qui nous amène à l'aventure Sigfox, parce que
Un jour, c'était assez fun d'ailleurs parce que j'étais dans le bureau de Macrochet. On était en train de discuter et il y a Ludo qui revient d'un déjeuner. Il était totalement excité. Il nous a dit, c'est ouf, c'est fou, fou, fou. J'ai rencontré quelqu'un et si ce qu'il m'a dit, c'est vrai, ça va être une révolution. Et bon, Camille, je ne sais pas si tu as rencontré Ludo, mais moi, ça faisait du coup quelques années que je bossais avec Ludo, je le connaissais et il nous disait ça 15 fois par jour, quoi. J'ai Ouais. une nouvelle idée, ça va tout révolutionner. Mais en fait, la personne qu'il avait rencontrée, c'était Christophe Fourtier, qui avait créé en fait la technologie Sigfox à ce moment-là. Il avait créé une boîte qu'il appelait Sigfox Wireless. Il avait créé une techno, mais il ne savait pas quoi faire avec. Il a D'accord. été présenté à Ludo et c'est Ludo qui avait vu le potentiel de ce truc-là. Ok, donc il a vraiment trouvé l'application, la vertical business de sa technologie, quoi. Bon, en fait, Ludo, il avait dans le passé, il avait travaillé dans le monde du machine to machine. Donc aujourd'hui, on parle d'Internet des objets, mais Ouais. dans le passé, on appelait ça M2M ou machine to machine. Et Ludo connaissait ce monde du coup. Et quand lui, il rencontre un type qui dit humblement, bon, moi, j'ai créé une petite techno qui permet avec du matériel vraiment bas de gamme, pas cher, et avec très, très peu d'énergie, d'envoyer des tout petits messages sur des très longues distances. Bon, c'est un Hmm. truc assez techos, mais quand Ludo, il a entendu ça, il s'est dit, mais attends, équipement, matériel pas cher, envoyé avec peu d'énergie sur des très longues distances, immédiatement, Ludo, il a, avec sa casquette, on va dire plus business, il se dit, Hmm. mais avec ça, on va pouvoir déployer un réseau, on va pouvoir nous-mêmes devenir opérateurs, chose que Christophe avait jamais prévue. Christophe, il galérait Hmm. à cette époque-là un peu pour savoir qu'est-ce que je fais avec cette techno-là. J'essaie de le vendre à un opérateur, qu'est-ce que je fais? Mais Ludo, il avait vu le potentiel et du coup, après avoir été un peu excité sur cette idée pendant un mois ou un truc comme ça, Ludo, il a dit à Christophe, écoute, je te propose de te rejoindre dans ton aventure Sigfox Wireless. Je mets un peu de pognon, je prends la partie business et je vais t'aider à lever des fonds et à faire un truc de ouf. On va déployer ton réseau partout dans le monde. Et c'est Il comme a vu ça super que clairement Sigfox a dès le été départ, créé. hein. Ouais. Oui, en fait, c'est quelque chose qui... c'est assez marrant parce que quelques années plus tard, j'étais à San Francisco avec Ludo, on n'était que nous deux. On était en levée de fonds là-bas. Et, euh, et un soir, j'ai demandé à Ludo, comment est-ce que ça se fait que tu arrives toujours à voir les choses en grand? Et en fait, bon, il n'a pas donné une réponse super claire, mais je cherchais un peu un truc ABC, un peu voici les 3 étapes que je pouvais Ouais. reproduire. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que il, en gros, il se limite très peu. En fait, il voit pas les obstacles qu'il y a. Il voit tout de suite. Il se dit, si j'avais pas des obstacles, qu'est-ce que je pourrais faire? Et après, une fois qu'il était convaincu de ce que pourrait être possible, là, il se dit, comment est-ce que j'enlève les obstacles? Hmm. C'est un peu ça, son approche, quoi. Ouais, donc directement voir en grand, être hyper ambitieux et finalement être focus sur le résultat final et après découper toutes les étapes en fonction des obstacles. Euh, Ouais. ouais. Moi, j'ai cette approche-là. Enfin, on a cette approche-là chez Conquistador un peu où on segmente l'ambition. On dit toujours ça aux porteurs de projet. Segmenter son ambition, mais voir la big picture et pas l'exprimer directement aussi. Ouais. Sinon, tu passes vite pour un fou. Ouais, mais nous, on faisait ça un peu, hein, nous. On passait pour des fous et bon, après, je ne sais pas si les personnes qui participent ici ont suivi un peu l'aventure Sigfox ou ce que a En fait France, on a d'autres Ludo, rôles. moi et les autres. Je vois il y a mon pote Thomas de l'aventure Sigfox aussi comme participant ici. Je veux dire, on était tous, et ça c'est aussi quelque chose qui était assez spécial, on va dire, chez Sigfox. On n'était pas juste des employés dans une startup. On était, et ça peut faire un peu cliché, mais je suis vraiment très sérieux par rapport à ça, on était intimement convaincus tous
du fait que le monde allait être connecté à Internet et que ça pouvait permettre de créer des applications de ouf. Et, Mm. et du coup, et tous ceux qu'on a recrutés nous ont tous dit, mais ce que est super spécial chez Sigfox, c'est que tout le monde est super passionné. Les CFO, Olivier Martineau, il était Mm. super pour pitcher la boîte et tout le monde était super passionné. La passion, Ouais. c'est le plus gros des vecteurs, l'amour, hein. À partir de là, quand tu as une équipe comme ça qui kiffe ce qu'elle fait, enfin, la dynamique et puis la vision de la boîte quand elle est commune de manière aussi intense, tu peux casser toutes les barrières, hein. Après, il y a une question de timing, évidemment, aussi. Ouais, En fait, ouais. quand Ludo il est parti créer Sigfox avec Christophe, moi, je suis parti aussi de Goodyear en même temps, mais pour monter une autre business. Et j'ai gardé le contact avec Ludo. Et un jour, j'étais dans le bureau de Ludo et je lui ai dit, mais attends, Ludo, tu parles toujours de M2M, machine to machine, personne ne connaît Sigfox Wireless. En gros, Mm. il faut surfer sur la vague de l'Internet des objets parce que tous les cool Mm. kids, tous les jeunes parlent de l'Internet des objets et on parle plus de M2M. Mm. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour revenir, moi, j'étais directeur d'engineering chez Goodyear. Mais en Mm. gros, en parlant avec Ludo, et quand j'ai dit à Ludo, il faut te faire connaître, il faut être connu partout en France et partout dans le monde. Et c'est là où il m'a dit, mais écoute Thomas, pourquoi est-ce que tu viens pas bosser avec moi? Et ce sera ça ton job. Ok. Et là, tu es Et passé du coup, CMO. c'est comme ça. Non, en fait, j'étais, non, j'étais, du coup, c'était marrant parce que du coup, Ludo a dit, mais qu'est-ce que tu veux comme titre du coup parce en gros, Sigfox c'était petit aussi à l'époque. On se disait, on s'en fout des titres. C'est plus, on va changer le monde, on va révolutionner le monde. On s'en fout un peu des titres. Mais mon premier titre, c'était évangéliste. Et d'ailleurs, je Yes. pense que c'était le bon nom pour ce que je faisais parce que c'était ça, quoi. C'était ça l'enjeu. Ouais, ouais, ouais. Fallait acculturer la boîte et l'écosystème à l'Internet des objets, à comment le marketer, quoi. Ouais, en fait, à l'époque, l'Internet des objets, aujourd'hui, quand on dit l'Internet des objets, tout le monde sait de quoi on parle plus ou moins. Mhm. Mais à cette époque-là, tu disais Internet des objets, personne ne Ouais. comprenait, hein. C'était tout nouveau. Donc, en gros, c'était un des challenges parce que j'étais évangéliste pour Sigfox. Mais en fait, avant d'arriver à évangéliser autour de Sigfox, j'avais toujours besoin d'évangéliser autour du concept de l'IoT. Et Mm. surtout, donc, il avait expliqué l'Internet des objets. Mais après, à cette époque-là, quand moi je disais, mais nous, Sigfox, on offre une solution de connectivité qui permet d'envoyer des tout petits messages Mhm. de temps en temps. Mais ça, tout le monde nous prenait pour de fous, hein. C'était pas, personne ne comprenait. Et du coup, il y avait beaucoup d'étapes dans l'évangélisation et dans la création de la marque Sigfox où je ne sais pas, aujourd'hui, tu crées une startup et tu dis à quelqu'un, moi, j'ai créé une solution au CRM ou j'ai créé une solution de marketing automation ou une solution Mm. no-code pour la collaboration. Mais on peut comprendre ce que fait ce startup-là. Mais à Ouais. l'époque, il n'y avait pas de catégorie en fait pour Sigfox. Ça n'existait pas. Et du coup, on a fait des trucs assez intéressants comme j'ai trouvé des analystes un peu comme Gartner, mais beaucoup plus petits et que j'avais convaincu à créer, en fait, un nom, d'inventer une catégorie, un peu comme il y a CRM, il y a SaaS, il y a plein de PaaS et compagnie. Dans les analyses là, je leur dis, moi, je ne peux pas, en tant que Sigfox, créer une catégorie. Moi, je veux passer mon temps à expliquer pourquoi Sigfox est la meilleure solution dans une catégorie. Mais j'ai Mm. besoin de vous pour créer la catégorie. Il faut que ce soit un analyste ou quelqu'un de neutre qui crée la catégorie. Et du coup, avec cette analyse-là, on a monté un nom qu'on a appelé LPWA, Low Power Wide Area, qui n'était pas Mhm. forcément super sexy, mais
Mais bref, et eux, ils sont évangélisés autour de LPWA. Et c'est super marrant parce qu'aujourd'hui, quand on lit les articles des grands opérateurs, les Vodafone, AT&T, qui évangélisent autour des 5G, mais là, on retrouve qu'eux, ils utilisent LPWA. Et c'est assez fun parce que c'est nous qui avons créé ce concept-là afin de nous aider à évangéliser autour de Sigfox. Donc, c'est vraiment resté dans l'écosystème, ça a pris une forte ampleur et ça a participé à faire la pub de Sigfox dans le monde tech. Parce que toi, tu étais quand même en contact principalement quand même avec des techs, il fallait vendre cette solution-là à des profils technologiques. C'était un peu de tout. Hein. Moi, j'étais avec Ludo, on était les deux porte-parole de Sigfox. Donc, moi, je passais mon temps. Bon, après, on avait dans la croissance, évidemment, les activités changeaient un peu et ça prenait plus d'ampleur. Mais moi, je parlais à 2-3 événements par semaine, un peu partout dans le monde. Donc, beaucoup de voyages. Et on sortait un communiqué de presse ou deux par mois. On faisait des briefings d'analystes en permanence, des interviews en permanence. Donc, c'était beaucoup de parler vis-à-vis de l'extérieur pour créer la marque et la notoriété de Sigfox et nous faire connaître, quoi. Après, il y avait toute l'activité, on va dire, de création d'écosystèmes. Et là, il y avait des super personnes qui bossaient chez Sigfox, Anthony Charbonnier, Nicolas Lesconnec, Cédric Georgi et ces personnes-là, qui faisaient un super job pour eux construire, on va dire, plus l'écosystème tech. Donc, il y avait beaucoup de fronts. Il y avait la création d'une marque connue, il y avait la création d'un écosystème et tout ça, quoi. Ouais, parce que dans la partie growth, ce qui était hyper important sur une technologie comme ça, c'est, tu vois, c'est aujourd'hui les communautés qui sont sur GitHub, sur les Discord. Et donc, j'imagine, ça, c'est eux qui s'occupaient de cette partie-là. Et toi, tu étais plus le communicant vers l'extérieur, vers le monde un peu moins communautaire. Ouais, en fait, normalement, quand moi je pose, aujourd'hui, j'accompagne pas mal de startups et quand je fais ça, j'ai plus une approche, on va dire, qui n'est pas vraiment du Sigfox, qui est plus de dire on va faire notre Lean Canva, on va faire du MVP sur le go-to-market, on va essayer de chercher un product market fit et on va essayer un peu avec des méthodos plus ou moins carrés de trouver ce qu'on peut faire et après on va essayer de le scaler, etc. Et c'est sûrement ce que fait du sens parce qu'un projet comme Sigfox, c'est pas tous les jours. Mais Sigfox, c'était pas le même pari. On savait à l'époque de Sigfox que ce qu'on voulait faire, on ne pouvait pas le faire à cette vitesse-là. On était obligé dès le premier jour, penser SpaceX, quoi. C'est-à-dire, il ne fallait pas du gasoil, il fallait quelque chose de plus fort. Ouais. Et l'idée, en gros, l'enjeu, c'était de dire, on ne peut pas attendre d'avoir des chiffres qui font plaisir aux investisseurs pour lever plus de sous. On fait 2 millions, on fait 5, on fait 10. Oui, on a fait ça au début, on a fait 2, 10, 15, mais après, on savait qu'il fallait les 100 millions. Et après, les 150 millions. Et c'est ça qu'on a fait. Mais pour faire ça, on ne peut pas juste avoir des jolis chiffres, on est obligé d'avoir d'autres choses. Ouais. Donc, nous, l'enjeu, c'était de créer une marque de ouf et un momentum de ouf autour de nous pour que tout le monde parlait de nous dans une façon positive ou négative. Je peux, là on est en petite communauté, mais on recevait des lettres de juristes des grands groupes qui étaient vexés contre nous parce que moi ou Ludo, à un événement, on avait un peu provoqué les vieux de l'industrie. Mais donc, on s'est fait un peu menacer, mais j'espère qu'ils vont pas participer à ce webinaire. Mais on a vraiment tapé fort parce qu'on savait que si on n'arrivait pas à créer une marque de ouf rapidement et à lever énormément de pognon, il n'y avait aucune chance d'y arriver parce que dès qu'on était sur le radar des opérateurs de téléphonie et tous ces acteurs-là, c'est l'industrie la plus puissante du monde. On savait qu'ils pouvaient nous détruire rapidement si on n'arrivait pas à avoir une certaine taille pour avoir une chance de les combattre. Ouais, ouais.
complètement. D'où l'énorme levée que vous avez fait. C'était pour après encore accélérer la croissance et passer devant eux. Ouais, c'était ça. En fait, il fallait on a fait 2 gros tours, hein, un de 100, un de 150. En fait, l'enjeu, c'était d'avoir le footprint, en fait, d'avoir l'empreinte d'un point de vue couverture du réseau, mais aussi l'empreinte d'un point de vue marque et d'un point de vue écosystème. On avait un mec assez brillant chez nous qui s'appelle Rodolphe Ruches, qui, lui, avait défini un modèle de distribution où pour chaque pays, parce qu'en fait, c'était ce que tu cherches chez Sigfox, c'était de déployer le réseau. Parce qu'en fait, Sigfox, c'est des stations de base, donc des serveurs et des antennes qu'on installe sur les 3 terrasses et un peu partout. Et ça coûte de l'argent malgré tout, quelques millions par pays, ou ça dépend de la taille du pays. Et du coup, c'était impossible pour nous de financer ça partout dans le monde. Et du coup, Rodolphe, il a créé un modèle de distribution où on faisait du rev share, on donnait un pourcentage de tout ce qu'on gagnait sur les abonnements à des entreprises qui, eux, faisaient l'investissement pour déployer le réseau. Et c'est important à savoir parce que si on regarde les sous levés, les 300 millions de dollars levés par Sigfox, c'est une petite partie en fait de ce qui a été levé pour Sigfox, parce que tous les distributeurs partout dans le monde, ce sont des startups aussi qui, eux, ont levé des fonds. Et si tu prends les sous que ces distributeurs ont levés pour déployer, entre guillemets, leur réseau Sigfox ou déployer Sigfox dans leur pays, c'est beaucoup plus conséquent que les 300 millions. Donc, c'était tout un momentum à créer. Ah pour, ouais. Jouer l'écosystème à 1000%, quoi. Ouais, complètement. Utiliser l'écosystème comme un levier, quoi. Ah ouais, génial, génial. Ouais, bien joué. Hein. Ça, c'est du grove dans l'industrie. C'est clair, ouais, c'est une équipe de choc. Ouais. Tu vois, et je fais un petit parallèle avec la blockchain, parce que finalement, le momentum que toi, tu as vécu, tu vois, sur l'IoT à ce moment-là, où justement, il y avait la bulle Internet, et après, boum, OK, l'IoT, il fallait construire des réseaux, machin, en avant. Et finalement, aujourd'hui, dans les gens qui se lancent dans la blockchain et qui essayent de marketer et d'aller très, très vite là-dedans, et d'acculturer aussi, parce que là, il faut des évangélistes, parce que nous, on a Franck là, qui est dans le call, et Franck, lui, il se fait insulter sur les réseaux sociaux quand il parle de blockchain, parce que les gens, ils pensent que c'est que du vent, c'est que de la monnaie, mais en fait, il y a des applications technologiques extraordinaires derrière. Et c'est peut-être une des nouvelles bulles. Et donc là, c'est hyper important d'avoir ton retour d'expérience, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport à cette nouvelle industrie sur ce qui est faisable aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, dessus. Ouais. Mais... Ouais, t'as rien à dire, non? Ouais. Je peux venir. Hello. Non, clairement. Ouais, je coupe mon micro. Parce qu'on est à côté, en fait. Il y a plus de lumière chez toi, Franck. Non, clairement, pour moi, il y a une vraie opportunité sur la blockchain, surtout quand on est dans un moment où c'est très anarchique, parce que c'est une innovation encore très jeune, où il n'y a que des early adopters, du coup, il y a de tout et n'importe quoi. Donc, on peut voir aussi beaucoup de mauvais comme beaucoup d'extrêmement bons, et les mauvais font de l'ombre à ceux qui sont extrêmement bons. Et clairement, ça serait idiot, je pense, et vraiment dommage qu'un entrepreneur s'y mette pas aujourd'hui. C'est un petit peu comme si il ratait la bulle Internet au début des années 2000. Ça a quand même donné du bon. Aujourd'hui, l'Internet, c'est la base. J'ai de fortes convictions que dans quelques années, la blockchain pourrait être la base. Donc, c'est pour ça qu'on y est aujourd'hui, quoi. Ouais. Et en termes de marketing, il y a plein de choses. Attends, juste coupe ton micro. Pardon, on est à côté. Et en termes de marketing, ouais, il y a, par rapport à ce que disait du coup Thomas, tu vois, jouer la communauté, en fait, c'est ce que Franck et Damien, là, qui sont juste à côté de moi, ils essayent de faire, tu sais, en repérant
les bons projets sur des Discord, sur du GitHub, etc. Et de créer le momentum à partir du moment où tu commences à créer des applications, des dApps, et repérer qui c'est qui est bon dedans, et accélérer et jouer peut-être. Nous, c'est ce qu'on essaiera de jouer, je pense, avec Conquistador à un moment sur la blockchain, c'est jouer ce jeu d'écosystème, comme vous l'avez si bien fait, pour aller beaucoup plus vite. Ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je suis content parce que tu vois, ce webinaire, il me change un peu de mon quotidien, où c'est très, très digital, mais un peu plus classico-classique les aspects du growth, aller chercher des gens en B2B, B2C. Mais en fait, tu as des stratégies comme ça dans les industries qui sont hyper intéressantes et dont on parle trop peu souvent dans mon monde du growth. Et nous, là, tous les enseignements, je crois qu'on va les appliquer d'ici pas longtemps. Et je pense que, mais juste parce que ça c'est quand même important, on parlait au début du fait que ce que caractérise pas mal Ludovic Lemon, c'est que il voit dès le début le potentiel, Ouais. en ignorant un peu les obstacles. Et après, une fois qu'il se dit ça peut être ouf si on arrive à faire ça, là il va dire quels sont les obstacles pour y arriver. Parce qu'en fait, finalement, la raison pour laquelle l'écosystème était aussi important pour Sigfox, c'est que Sigfox, c'est entre guillemets juste la connectivité. Sigfox, c'est pas censé vendre à un grand groupe. Un grand groupe ou un start-up ou un PME, whatever, qui veut déployer une solution qui se base entre autres sur des objets connectés. Mais lui, il a besoin de, trouver le business model qui va bien pour lui. Donc, un ROI quelque part, un truc qu'il peut vendre ou un truc qu'il peut faire en interne. Yes. Il a besoin d'objets, du matériel. Il a besoin de tous les sous-composants dans le matériel. Il a sûrement besoin de logiciels, etc. Il a besoin de plein de trucs. Et là-dedans, Sigfox, c'est juste une toute petite partie de tout ça. Par contre, s'il n'y a pas tout le reste autour de la connectivité, mais là, Sigfox ne va pas vendre de la connectivité. Donc, du coup, c'était lourd parce qu'il fallait porter toute la responsabilité de construire cet écosystème. Donc, on bossait avec les Silicon Labs, les Texas Instruments qui font les microchips qu'il y a dans les objets. Il fallait les convaincre pour faire des chips compatibles avec Sigfox. Il fallait convaincre ceux qui font les modules, ceux qui font les objets, ceux qui font du logiciel, les big players dans les plateformes, etc. Il fallait convaincre tous ces acteurs-là. Mais après, une fois qu'il avait ces acteurs-là en place, on avait plein d'ambassadeurs. Parce que du coup, il y avait tous qui avaient un intérêt, qui avaient investi dans ce techno-là, et du coup, qui faisaient du bruit pour dire il faut absolument acheter mon produit et qui utilise Sigfox. Yes. Ouais. Et ça, du coup, à Toulouse aussi, ça s'est matérialisé via la IoT Valley à la fin, c'est ça? C'est cet écosystème. Ouais. À la fin, où on fait ce qui est un peu fun, c'est que l'IoT Valley a commencé comme la TIC Valley. Et on l'avait créé à l'époque de Goodjet. Donc, là, on était en 2007 ou un truc comme ça. En 2007, ouais, on avait créé la TIC Valley tout simplement parce qu'on avait trop de mètres carrés là où on était. Et du coup, on a sous-loué à Sigfox d'ailleurs, qui était locataire chez Goodjet à l'époque, et deux autres startups. Et donc, on avait des mètres carrés de trop. Et moi, je n'avais pas suffisamment de taf pour embaucher un administrateur système. Et il y avait quelques autres activités où je n'avais pas forcément besoin d'embaucher quelqu'un à temps plein. Et du coup, on s'est dit, on peut mutualiser les besoins comme ça. Et là, on a démarré la TIC Valley. Mais après, ça a continué, ça a pris de l'ampleur. Et après, là, effectivement, on est arrivé à la conclusion que il faut expliquer aux grands groupes pourquoi ils peuvent bénéficier de l'IoT et tout ce qui est valorisation de données. Il faut trouver des startups qui ont des solutions intéressantes pour les grands groupes. Il faut marier ces deux mondes-là. Il faut les aider à bosser ensemble, etc. Et c'est ça qui est devenu l'IoT Valley.
l'IoT Valley, qui d'ailleurs aujourd'hui est pilotée par Sylvie Verchès, qui était chez Sigfox avec moi aussi à l'époque. Il y a Laurent Mossle et d'autres personnes de chez Sigfox qui bossent au sein de l'IoT Valley aujourd'hui, où il y a, je ne sais même pas combien de startups il y a aujourd'hui, mais c'est très grand. génial en tout cas. Ouais. J'y étais quand il y avait Bertrand et comment il s'appelait, et Simon. Et Simon, m'avait fait visiter. Assez impressionnant comme écosystème à 2 pas de Toulouse. Et j'avais été bluffé par la taille des locaux quoi, qui étaient à disposition. Et le nombre et surtout l'écosystème qui était hyper riche parce que quand tu viens de l'écosystème parisien, tu t'attends pas à voir, tu vois, en plein milieu, à 10 minutes en train de Toulouse, de voir ça. Tu fais what the fuck. Et j'avais adoré le truc. J'avais même postulé pour te dire avec Simon et Bertrand pour bosser avec eux à un moment, avant de monter Conquistador. Ah ouais? Ouais, j'avais fait pour les étudiants entrepreneurs, je voulais faire un truc là-bas. Donc marrant, tu vois. T'as le monde des petits. Énorme projet. Et puis tous les grosses boîtes qui sont autour aussi, ne serait-ce, tu vois, dans l'aéronautique, Toulouse ou quoi, t'as des boîtes énormes qui viennent se greffer à ça et tout le monde s'apporte les uns les autres. Et ça crée, Toulouse est un territoire incroyable en termes de tech, je pense, aujourd'hui. Et bon, moi j'espère qu'on arrivera à faire la même chose ici. On part de rien du tout, hein. Notre IoT Valley, ça va juste être 2 baraques, mais on commence avec ça, tu vois. Mais vraiment, il y a espoir de faire des trucs un peu comme ça en jouant le collectif un peu partout. En France, je pense. Il y a beaucoup de ça. Il y a aujourd'hui, donc chez Sigfox, on avait Anthony, entre autres, qui a fait un super job pour tout ce qui est relation avec les startups. Ouais. Anto, il est chez AWS IoT aujourd'hui et lui, il continue ce travail-là, de travailler avec les startups et les aider à résoudre tout ce qu'il faut résoudre comme problème pour booster leur projet IoT. Yes, ok. Et toi, moi, il y avait un sujet qui m'intéressait aussi, c'est la partie, une partie entrepreneuriat. Mais vous, comme vous avez fait 2 grosses levées, parce que ça s'est découpé en 2 fois, je suis assez curieux, mais là, tu vois, c'est des questions aussi, parce que nous, on est dans ce timing-là, et je me demande vraiment comment vous avez géré, en fait, déjà le timing et votre position par rapport aux investisseurs. Comment vous avez joué en fait la balance entre eux ou quand il y a des sommes aussi importantes en jeu, tu sais, comment tu protèges ton capital, comment tu prépares ta levée, pourquoi tu demandes 100 000, pourquoi tu demandes 150 000 et voilà, juste cette partie-là, comment tu as géré la relation, enfin comment vous avez géré en équipe la relation avec les investisseurs et à quel moment vous avez décidé de lever en fait. Le timing, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Après des tours de cette taille-là, c'est un peu différent par rapport. On avait fait d'abord 2, après 10, après 15. Déjà 10 et 15, c'est du taf. On avait un CFO, Olivier Martineau, qui est chez Naio Technologies aujourd'hui, qui a fait un super travail, qui est devenu un grand gourou dans les levées de fonds. Et après, on avait des partenaires financiers, de leveurs de très haut niveau, même au niveau international, qui nous aidaient, qui nous accompagnaient. Il faut savoir qu'à la fin, donc moi je suis parti de chez Sigfox en 2017. Là, pour les réunions du conseil d'administration, on avait 17 personnes autour de la table. Ouais. Donc, on avait les Japonais qui étaient là souvent par téléphone, on avait les Américains qui de temps en temps étaient là, etc. C'était du beau monde, quoi. Après, c'est un peu différent d'une boîte à une autre. Chez Sigfox, pour être complètement cash, c'était pas super scientifique. C'était un enjeu de juste aller extrêmement vite. Et évidemment, tout avait été modélisé pour expliquer comment on allait utiliser l'argent. On avait ce super modèle de distribution qui faisait rentrer beaucoup de cash parce qu'à la signature d'un pays, en fait, on avait une équipe commerciale qui vendait le programme de distribution.
Et à chaque signature, il y avait plusieurs millions d'euros qui rentraient. Donc, qui rentrait. C'était quand même assez sympa comme modèle. Après, ce que je chante avec ça, c'est qu'il y a un nombre limité de pays dans le monde. Donc, après, on a regardé si on pouvait inventer des pays, mais c'est un peu plus compliqué. Ah oui, Non, mais on avait 18, c'est ça. Il n'y a pas d'obstacle. Non, bon, je veux dire, on avait un bon momentum. Je veux dire, pour donner un exemple, moi, j'étais invité par Gartner à CES, dans le plus grand show technologique du monde. Eux, ils avaient leur grand show pour parler du potentiel du IoT. Ils ont invité une boîte, et c'était nous, pour venir avec eux. Donc, moi, j'étais à côté d'un des grands patrons de Gartner pour expliquer à tous les journalistes du monde tech qu'est-ce que c'est l'IoT, c'est quoi le potentiel. Donc, il y avait une image de ouf partout dans le monde. Donc, c'était du momentum. On avait la modélisation sur les 100 et les 150 millions. Mais pour faire court, il y avait une grosse partie de juste donne-nous du fuel parce qu'on a un momentum de ouf. Si on ne va pas suffisamment vite, on va nous tuer. Voilà, donc jouer le truc avec nous et voilà. C'est quand même intéressant. beaucoup ça aussi. C'était vraiment, vous étiez mort de faim, vous voulez tout casser et vous avez besoin, vous saviez que vous allez avoir besoin de cash pour occuper le marché, quoi. Et ça justifiait ces sommes-là, quoi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que vous avez fait ça depuis l'Europe. Parce que surtout à cette époque-là, à cette époque-là, c'était très compliqué. Tu vois, par exemple, on connaît bien ici l'écosystème startup parisien. Il est né en fait en 2013-2012. Donc, autant dire que vous étiez hyper early pour faire ce genre de coup depuis l'Europe. Comment vous avez réussi ça? Vous avez fait rentrer des fonds américains, japonais, mais en européen aussi, vous avez réussi à les convaincre d'investir dans une boîte européenne? Oui. Bon, au début, c'était des relationnels. Donc, chez Goodjet, on avait certains des investisseurs qui ont suivi, etc. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait Intel qui rentrait, je crois, comme le premier, on va dire, gros, non européen. Intel qui, tout simplement, voyait le potentiel. Eux, ils vendent des processeurs pour faire simple. Intel, c'est ce que les intéresse. Et eux, ils voyaient que si Sigfox allait être largement déployé, ça allait générer énormément de données. Il faut bien des serveurs pour stocker et pour mâcher toutes ces données-là. Et ça fait travailler des CPU et du coup, ça crée du business pour Intel. Donc, eux, c'était chaud par rapport à ça. Ils ont beaucoup aidé, ils ont parié sur nous. Mais après, c'était cette évangélisation qu'on faisait partout dans le monde et la création de l'écosystème de distributeurs aussi qui a aidé. On faisait quand même pas mal je faisais référence tout à l'heure à une des visites qu'on avait avec Ludo dans la Silicon Valley. Après, il y avait des techniques. Ludo, c'est un super leveur de fonds. Je ne vais jamais oublier, une fois, je crois qu'on était c'était chez Google ou un truc comme ça. Il démarre la réunion par, bon, je vais être cash avec vous. On sort d'une réunion je ne me souviens plus de où, mais il donnait le nom de la ville d'un des autres gros. Il a dit, on sort d'une réunion chez eux. Eux, ils ont pris le code ouest. Si vous voulez avoir le code est, il faut aller assez vite. Il disait des trucs comme ça, cash, et souvent ça fonctionnait. Et bon, ça reste aussi entre nous. Mais non, mais on était vraiment no limit et à fond, quoi. Il faut se vendre. Ça me fait penser à la série Silicon Valley. Il y a des scènes comme ça extraordinaires dans cette série. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, mais non, mais c'était quand même beaucoup ça. Hein. C'était beaucoup de guérilla. On faisait du guérilla marketing aussi. J'avais embauché quelqu'un qui s'appelle Anouk Lefebvre, elle s'appelle aujourd'hui, qui faisait des trucs de ouf. On était chez Mobile World Congress à Barcelone. Je crois qu'il y a 80 000 personnes quand il n'a pas Covid. Et il avait trouvé une astuce pour louer des places de parking juste devant
la salle des expos, parce que la salle des expos, ça coûtait super cher d'avoir des trucs. Il avait loué la place de parking. Il faisait venir un gros camion pendant la nuit avec un simulateur de chute libre sur le toit du camion et tout brandé avec le logo Sigfox. On faisait pas mal de hacks comme ça pour essayer de nous faire connaître. Ouais, faire du guerrilla marketing, c'était fun. C'était du marketing lourd, ouais. Faut avoir les budgets, mais c'est fun quand tu les as. Ouais. Bon, ça, Camille, je connais un peu de temps aussi et j'ai vu pas mal de boîtes des startups qui me disent, mais comment est-ce que je peux construire de la notoriété, etc. Ouais. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que si le fondateur d'une startup, souvent un fondateur d'une startup, il est soit produit, soit commercial, soit marketeur ou passionné, évangéliste et tout ça. Si le ou les fondateurs de la boîte, si aucun des fondateurs a une fibre de communication ou de marketing, ça va être chaud. On a beau embaucher un super CMO, un super responsable de communication, mais c'est chaud. Il faut vraiment que ça soit accepté comme un pilier de développement de la boîte. Ouais. Et nous, Et on a c'est une stratégie en interne. important. On a une stratégie qui est totalement, en fait, on considère que c'est le personal branding en tout cas des fondateurs ou même des personnes importantes sur les différentes verticales, il est complètement essentiel et obligatoire. Parce que par exemple, si tu es un fondateur, tu vois tech, tu vas pouvoir parler de choses intéressantes dans la tech au monde entier. Il y a des gens, ils vont se reconnaître dans ces valeurs-là. Tu vas avoir des clients qui vont se rapprocher de tes valeurs humaines et en même temps, tu vas donner aussi à tes équipes, les gens, ta marque employeur elle va exploser. Et nous, on essaye de s'obliger tous ça dans l'équipe, tu vois. Surtout particulièrement moi, Franck et PA, où tu vois, moi j'ai une dynamique vraiment growth, donc très marketeur, acquisition. Et là-dessus, on ne me considère pas mauvais. Et de l'autre côté, tu as Franck qui est très, très tech. Justement, par exemple, là, en ce moment, il balance un max de valeur sur la blockchain, parce que c'est vraiment un truc auquel on croit à mort en interne. Et du coup, lui, il a pris cette verticale-là, où par exemple, ses communications, ses posts, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, il va parler de ça. Et après, on a PA qui fait sa diagonale, lui, c'est low code, no code. Et ça nous permet d'occuper, tu vois, un peu l'espace sur différentes thématiques. Et normalement, moi, je conseille à toute boîte de faire ça aussi, pareil. C'est même, ça devrait être obligatoire et il faut se l'imposer. Moi, je n'étais pas du tout à l'aise à la base avec ça. Mais tu répètes, itères, tu commences à bien travailler ta plume, tu choisis le réseau social où tu es le plus à l'aise. Et après, ça passe, ça prend. Et c'est un vecteur de développement qui est insane. Nous, on ne dépense pas 1 euro en marketing. C'est que de l'organique, que du communiqué. Ouais. Non, mais c'est l'approche qu'il faut avoir. Mais on le voit aussi dans des activités comme social selling, ceux qui font du B2B beaucoup sur LinkedIn, des choses comme ça. On fait un commercial qui fait ça. Il faut absolument qu'il crée un profil qui ne dit pas en titre commercial. Quoi. Ouais, carrément. Parce que ça ne va jamais fonctionner. Tu envoies des in-message à quelqu'un avec le titre commercial, ça ne marche pas. Il faut te présenter comme expert du secteur ou un truc du style, quoi, pour avoir une chance. Donc, je suis entièrement aligné avec ça. Il faut faire du personal branding et on peut aller très loin avec ça. Hein. Super lent. Et il y a des trucs, tu vois, après, le personal branding aussi, même quand tu développes des vrais canaux d'acquisition, donc là, vraiment, où tu fais du growth et tu vas chercher des clients en B2B en mode je bombarde des emails, je bombarde de l'automatisation sur LinkedIn, ce genre de trucs. Mais en fait, si tu n'as pas ton contenu à côté qui est quali et que tu parles pas de ton expertise, en fait, parce que tu vas pas avoir les mêmes résultats. Si tu fais ta prospection et tu vas chercher du monde que tu fais rentrer dans ton réseau sur ta verticale, ces gens-là, tu vas pas tous les closer sur le moment. C'est normal. Mais derrière, ils vont être dans ton réseau, ils vont voir ton fil, tu vois, notamment sur LinkedIn. Et là, tu vas pouvoir les bombarder de trucs qui les intéressent et après, ils passent à l'action. Nous, on a remarqué, tu vois, en moyenne, on a 3-4 mois avant que les gens ils closent parce que
la barrière à l'entrée, bon, c'est pas du B2B en mode industrie comme vous, mais c'est une barrière à l'entrée quand même assez conséquente, de 1500, 4500 euros par personne. Donc voilà. Et bon, le contenu communication est complètement aujourd'hui doit être fusionné avec l'acquisition, et il y a trop peu de boîtes qui le font. Et c'est dommage parce qu'en France, on a plein de PME qui pourraient devenir des géants s'ils comprenaient ce mode de distribution. Et c'est Mais dommage. je pense qu'il y a un business, là-dedans. J'y vais à fond. Je fais du shameless self-promotion aussi parce que du coup, moi aujourd'hui, je bosse avec des startups pour les accompagner sur des très divers types de projets. Ouais. Mais parce qu'il y a un gros marché. Parce que, comme tu l'as dit, en France, bon, moi je viens du Danemark, je crois que c'est un peu moins le cas, mais c'est quand même aussi le cas au Danemark et je crois un peu partout en Europe. Ouais. Je le vois parce que je bosse aussi avec des startups américains. Ouais. Et c'est juste, il y a toujours un décalage de ouf. Hein. C'est jamais sur la techno, on est hyper fort en techno, voire limite trop fort, parce qu'on va trop loin, on passe trop de temps sur ça. Et c'est juste, il y a des techniques comme ça, il y a des bonnes pratiques à mettre en place pour vraiment plus mettre l'accent sur la communication et le marketing, parce que, comme tu l'as dit, Camille, tu as tout à fait raison, ça facilite tout. C'est pas juste les ventes à un instant T, c'est vraiment, ça facilite tout, les levées de fonds, le développement de partenariats, etc. Ah, mais enfin, et même le truc, moi je me suis rendu compte quand j'étais à Paris, on faisait des prototypes technologiques pour les grands groupes, tu vois, donc on était vraiment dans la tech. Et en fait, on s'est rendu compte en effet qu'on était même meilleur que la plupart des boîtes américaines dans ce qu'on faisait, dans les verticales blockchain, IA, on était des gros tueurs. Et en fait, après tu fais un bilan de l'écosystème et tu dis putain, mais si on savait se marketer comme eux, mais laisse tomber. On pourrait rouler, enfin créer une vraie Silicon Valley européenne et peut-être aux Pays-Bas, qui est jusqu'à Toulouse. Mais il va falloir former du monde. le Basque Valley à l'IoT Valley à Toulouse, ouais. Toi, je sais que tu crois aussi au Cercle d'Or Bilbao, Toulouse, Bordeaux. Ouais, moi je y crois. Hein. Ouais. Sancep jusqu'à Bilbao, moi je suis prêt. Hein. Ouais, vas-y, on cherche des fonds en ce moment, on en parle vite. On lance le tour là bientôt. Je te tiens au courant. Non, nous, tu vois, on s'est dit, tiens, le bon modèle ici, c'était faire des hacker house, un peu à l'américaine finalement aussi. Et ça fait partie du branding. Et un truc qui est ouf, c'est que les gens, quand ils viennent chez nous, ils nous demandent, mais ils sont où vos bureaux pourquoi il y a une maison Et tu fais, mais mec, enfin, juste ton boss, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des piments sur la façade? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est trop drôle. Pourquoi vous faites des apéros? Pourquoi il y a des bières dans le frigo? Mais enfin, nous, ici, c'est la famille, quoi. Enfin, vraiment, j'espère que plus. Tu sais, c'est dur de développer la famille. Et tu as intérêt à avoir vraiment cette solidarité au départ quand tu n'as pas la thune. Nous, voilà, on est une seed, on commence tout juste en fonds propres en plus, on n'a jamais rien levé. Putain, c'est la galère, mais tu as intérêt à avoir une culture de boîte bien accrochée pour pouvoir du coup imposer des choix difficiles sans perdre personne au départ. Après, bon, Camille, ça, les gens, je pense que pour vous, comme pour tout type de start-up, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est bien de créer du momentum, mais si on n'a pas des clients contents qui retrouvent de valeur dans ce qu'on fait, on est cuit, ça ne va jamais fonctionner. Donc, c'est aussi super important de créer des ambassadeurs, des bons exemples de personnes ou de clients qui ont trouvé du valeur dans ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment super important parce que si on fait beaucoup de bruit, mais personne n'est content finalement avec les produits, là, on va juste perdre de l'énergie. Ça ne va jamais fonctionner. Et ce n'est pas quelque chose qui peut scaler. Donc, on est obligé aussi d'avoir des validations en fait de la démarche. Complètement. Et nous, on est hyper orienté là-dessus parce que c'est bien beau de faire, tu vois, 800 000 vues sur LinkedIn ou des trucs comme ça, mais à la fin, quoi, si tu fais 0 euros, ça sert à rien. Tu peux pas te nourrir à la fin du mois. Et nous, on a validé ça. On a validé. On valide toujours de manière scientifique ce qui marche pas. Et
voilà, on avance en mode justement data-driven, en mode scientifique. Mais c'est ce qu'on enseigne aussi. Mais ce qui est incroyable dans l'écosystème français, et je veux start-up, parce que tout le monde se dit start-up aujourd'hui, mais c'est que les gens, ils font tout comme ça, au feeling. Tu regardes beaucoup d'entreprises, même des PME, ils avancent complètement à tâtons et des fois, ils dépensent des millions d'euros, des fois, pour tester des trucs qu'ils auraient pu tester avec rien du tout, en fait, en fakeant des produits ou quoi. Et là, tu as un peu mal au cœur. Il y a très peu de boîtes qui sont data-driven en France aujourd'hui, enfin dans la masse. Hein. Et il y a tellement de choses à faire. Moi, je suis persuadé que la verticale avec les ETI, les PME, et les former à tout ça, mais on peut faire des trucs de ouf parce qu'elles maîtrisent déjà les expertises métiers qui sont intéressantes, sur lesquelles on peut construire autour des noyaux avec des nouveaux business models qui peuvent scaler et aller casser la gueule aux grands groupes. Clairement. Ouais, non, c'est clair. Il faut avoir une bonne méthode, il faut avoir un peu de patience et il faut surtout pas avoir peur de reconnaître quand quelque chose fonctionne pas et à pivoter vers d'autres choses ou à tester d'autres choses. Nous, on a une poubelle à ego pour ça. On a une Ouais, vraie c'est poubelle. vrai, tu m'avais parlé de ça, c'est bien ça. Je l'ai vu, ouais. C'est comme ça, tu te dis, bon voilà, le mec, non, les chiffres sont là, tac, tu sors. Il faut reconnaître, le marché a toujours raison. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, parce qu'on commence, on papote, mais est-ce qu'il y a des 2-3 questions là dans le public où vous pouvez prendre la parole? On n'est pas très nombreux, donc c'est plutôt cool. Nicolas, Frédéric, Florian, non? Moi, j'en ai 10 000 des questions, mais bon. Dans tous les cas, hein, Thomas, plus on discute, plus je me dis, il faut être, en attendant la sortie du Covid, je sais que tu viens de temps en temps sur la côte basque. Ce serait bien qu'on se voit en vrai une fois, qu'on se boit une bière ici. Et, C'est clair, on va faire ça. et je pense vraiment. Il est en conversation téléphonique. Je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse un truc. Nous, de notre côté, tu vois, on a une petite communauté ici qui commence à pousser doucement, mais sûrement. Le fait d'avoir peut-être justement ce nouveau branding là qu'on est en train de construire avec les Hack House et pousser des produits tech, ça va changer pas mal de choses ici. Et on va avoir besoin de mecs comme toi, c'est sûr, hein, pour justement venir faire les évangélistes. Et vraiment, il y a tellement besoin de ça. Et je pense pas que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui réalisent un peu peut-être la valeur aussi des messages que moi j'ai passés là sur ce webinaire. Mais pour des choses très très simples, même l'IoT, beaucoup ils savent pas ce que c'est. Je m'en suis rendu compte, tu vois, en discutant avec les gens qui voulaient venir là. C'est quoi l'IoT? J'aurais dû dire Internet des objets, ce genre de truc. Mais finalement, à la fin, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un jargon qu'il faut appréhender. Et ça commence par ça. Ça commence après par, c'est quel tech et quel business model autour. Mais on n'est pas très nombreux à comprendre, à être acculturés à ça, du coup. Et si on peut refaire des événements en présentiel, c'est mieux parce qu'on arrive à avoir beaucoup plus de monde, puisqu'on offre les bières et les pinchos. Et du coup, ça aide. Ça aide, ouais. Et du coup, je pense que tu vois, si on peut changer le mindset de 2-3 personnes qui ont des PME, mais tu vois, avec une centaine de personnes, des fois, qui peut avoir un impact sur beaucoup de gens et créer de l'emploi, ou même des petites startups qui démarrent et avoir des expériences comme la tienne, ça sera top, quoi. Donc, moi, j'ai passé un super moment avec toi. J'ai appris beaucoup de choses. Et ça me. Mais Ça me pareil, fait... Camille, c'était super intéressant. Ouais. Et je pense que ce que vous faites, c'est génial, Camille. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on peut trouver plein de vidéos sur le web. Si on veut apprendre à utiliser HubSpot ou je ne sais pas quoi, il y a plein de ressources. Mais c'est aussi un peu le problème finalement, parce que
Du coup, les gens se lancent dans des trucs qui sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'eux devraient faire. Et c'est là où on a besoin de personnes comme vous qui peuvent guider Carrément. et dire, OK, très bien, tu peux faire des workflows dans HubSpot, mais je suis désolé, mais là, actuellement, c'est loin d'être ce que tu devrais faire à ce stade-là, quoi. Carrément. Déjà, trouve des clients et après, tu mettrais un CRM. C'est un peu le truc. Mais ouais. Et puis même, ouais, le truc qui me rend complètement marteau, c'est quand je vois encore plus marteau, c'est quand je vois des belles boîtes qui ont des business models à l'ancienne et qui ne voient pas du tout l'opportunité alors qu'elles peuvent complètement exploser. Et ça, c'est clair. C'est assez rageant, mais c'est souvent parce qu'en France aussi, dans les entreprises, j'ai vu les stats, tu as 1% des entrepreneurs qui sont faits tout seuls. Tu vois, des dirigeants de boîtes. Et les stats sont complètement différentes, par exemple aux États-Unis ou dans des pays où c'est beaucoup plus, où ça tourne, et c'est des mecs qui ont vraiment monté les boîtes, qui sont à la tête des boîtes. Et par exemple, dans le monde PME, qu'en ce moment j'aborde beaucoup, tu te rends compte qu'eux, ils n'ont jamais démarré from scratch une boîte, mais ils la dirigent. C'est des managers. Et c'est pas du tout le même mindset, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et t'es pas dans l'innovation comme nous on l'est de manière permanente, où on est un peu fou, hein, faut se le dire. On est un peu barré, mais c'est complètement essentiel pour faire des grandes choses. Et moi par exemple, je veux faire des grandes choses. C'est différent. Ouais. Je veux faire. Ouais. Et ok, bon, c'était génial, Thomas. Vas-y. Cool. C'était super. Merci beaucoup. Merci à toi. Un max de valeur. et je te recontacte très vite à la sortie du confinement. Si tu veux passer dans le coin, en tout cas, si tu passes, fais-moi signe. Tu es même le bienvenu à la maison si tu ne sais pas où dormir. Et vraiment, voilà, j'organiserai. On va organiser des événements là, en espérant qu'il n'y ait pas plus trop de Covid dans les prochains mois. Et tu seras le bienvenu pour venir faire un petit week-end ici et peut-être changer l'état d'esprit de quelques personnes. Et je te fais des passes avec des startups et avec des PME sans problème. Génial. J'ai hâte de venir. Cool. Si on va en Euskadi ensemble, alors là-bas, en plus, il y a des boîtes intéressantes. Ça va envoyer du lourd. Ouais. On va scaler. Bon, mais merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, à moins que vous y en ait qui ait un dernier qui ait une question, sinon on va fermer ça tranquillou. Et puis moi, je vais aller me prendre une bière. Voilà. Je vais aller prendre une bière. Bon, bonne soirée à toi, Thomas. Agour et ta bonne soirée, merci. Ciao, à la prochaine. Bye. Agour. Bye. Agour. Ciao. Agour.